La NFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile présente. Les vraies voix qui font bosser la France. Et nous sommes avec Guillaume Faury, délégué général de la NFA. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler intelligence artificielle avec vous. Aujourd'hui très médiatisée, est-ce que c'est déjà une réalité dans les ateliers de la filière automobile? Alors ça commence, effectivement, c'est très médiatisé. C'est pour ça qu'on a produit une étude très récemment et qu'on a publiée il y a quelques semaines. Donc on constate aujourd'hui un frémissement plutôt qu'un engouement sur l'IA, puisque c'est 6% des entreprises de la branche des services auto aujourd'hui qui l'utilisent. Donc c'est les balbutiements, quoi. Alors pourquoi l'adoption de l'IA reste-t-elle aussi faible dans les services de l'automobile? Alors pourquoi? Tout simplement, c'est qu'on n'a pas terminé encore une étape qui est exactement la mue de la digitalisation, puisqu'en fait on est encore sur un tissu économique où 90% des entreprises de la branche et moins de 11 salariés. Donc il y a tout ce travail de digitalisation qui est encore en cours. Donc c'est pour ça aussi que ce sujet n'a pas été complètement pris à bras le corps, même s'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent une offre très dense de services à base d'IA pour les garagistes. Est-ce que ça veut dire qu'on va changer des métiers? Est-ce que ça veut dire que ce sont les tâches plutôt qui vont être pris à bras le corps par l'IA? Alors, plus que les métiers, c'est les tâches qui évoluent. L'analyse qu'on a pu conduire avec cette étude, c'est que ça ne menace absolument pas l'emploi chez nous, mais par contre, il va falloir apprendre à travailler avec. Et je pense notamment des acheteurs en véhicules d'occasion ont vraiment recours aujourd'hui à l'IA pour des positionnements de prix, pour une expertise du véhicule également dans le cas des sinistres. C'est vraiment le secteur, la carrosserie, où on a le plus gros recours à l'IA. Ça veut dire que c'est plus précis? C'est plus précis, oui, donc il y a un gain de temps. Après, aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a peut-être une sous-cotation et on veille aussi à cela. C'est-à-dire que l'outil IA qui arrive sur le marché, derrière, nous déstabilise pas économiquement nos petites structures, quoi. Peut-on parler d'un risque pour l'emploi ou plutôt d'un outil d'assistance, Guillaume? Non, c'est ce que je viens de dire. C'est plus un outil d'assistance qui permet du gain de temps. Il y a tout ce qui peut, les usages administratifs de l'IA, c'est plus ça aujourd'hui dans les services automobiles qu'on constate. Mais il y a quand même des gestes qui vont disparaître. Il y a des gestes, oui et non. Parce que si on parle de gestes, on parle de travail manuel. Et nous, plus de 50% des effectifs, donc 250 000 personnes, ce sont des métiers du geste. Donc déjà, c'est des métiers qui sont non iables. Donc quelque part, c'est aussi un argument, entre guillemets, faire la vidange avec l'IA, c'est compliqué. Il faut enlever le joint, le bouchon, etc. C'est tout de suite plus complexe. Donc non, c'est pas une menace. Mais est-ce qu'on est prêt, les compétences en tout cas, par exemple en ruralité, de se dire que le petit garage de demain, on l'imagine quand déjà pourvu par l'intelligence? Oui, c'est ça. Très complexe, parce qu'en fait aujourd'hui, un petit garagiste, il est pris par plein de sujets du quotidien qui font qu'il n'a pas le temps de se mettre vraiment dans ce sujet-là. Donc c'est pour ça que sur la base de cette étude, on va proposer au sein de la branche en fait une acculturation au sujet de l'IA et finalement à tout ce qu'on peut en tirer parti, parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est peut-être les petites structures qui auront tiré parti pour justement tout ce que ça peut apporter en termes d'assistance, en soutien. Et ça serait les premiers intéressés, et finalement c'est pas ceux qui l'utilisent le plus. Est-ce que le diagnostic assisté par IA change la responsabilité d'un professionnel? Non, aujourd'hui en fait, en tout cas, c'est un moyen finalement d'atteindre un objectif. Donc c'est un soutien, une aide complémentaire, mais à la fin c'est quand même le garagiste qui pose sa signature, qui est responsable des travaux effectués. Est-ce que ça peut répondre aux tensions, par exemple, liées à l'emploi aujourd'hui, ouvrir peut-être des champs? Ça ouvre des champs, mais on va dire que ça peut porter un petit peu, à baisser un peu la tension. Je pense notamment à la carrosserie. On voit apparaître des solutions technologiques comme des bras robotisés qui permettent d'assister, mais il faut quand même un opérateur pour le gérer. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez très minoritaire. Merci beaucoup Guillaume Faury, délégué général de la NFA. Et dans ce studio, l'intelligence est purement naturelle, vous l'avez remarqué. Absolument. Allez, vous restez avec nous deux. On va rester dans la tech, bien entendu, avec Julie Huguet qui sera avec nous dans quelques instants. C'est la nouvelle directrice de la mission French Tech. On va parler territoire, on va parler emploi jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. On est ensemble avec Philippe David et avec vous. Si vous avez des questions, 0826 300 300. À tout de suite. C'était les vraies voix qui font bosser la France. Avec la NFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile. Le sapin de Noël Sud Radio.
mais quelle surprise! Dis donc, on offre des cadeaux sur Sud Radio. C'est dingue. Et des beaux en plus. Ah, mais des beaux cadeaux. Alors, celui-là, il me plaît, parce que moi, j'adore faire le ménage. J'y peux rien, je sais comme ça, je suis psychopathe du Vous voulez ménage. pas venir à la maison? Non? Bah, je sais pas, c'est payé combien? Oh bah non, pour mes beaux yeux. Oui, c'est ça. Eh ben, envoyez-moi votre CV, on verra. Allez, et c'est Louise qui est avec nous en direct de Saint-Cernin. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va, Louise? ça va très bien, merci. Très étonnée. Ah bah oui, je peux comprendre. Je vais vous expliquer ce que vous avez remporté. Écoutez bien, vous avez remporté un robot aspirateur iBot Z5 de la marque Easy Clean et on est très heureux de vous l'offrir. Moderne, efficace et autonome, le futur du ménage, c'est déjà c'est vous. Ça veut dire, écoutez-moi bien, Louise, ça veut dire que on arrête le ménage, c'est fini. C'est-à-dire que vous mettez les jambes dans le canapé, la télécommande et bam, et vous dites Easy, fais-moi le sol s'il te plaît. C'est pas un beau cadeau ça? C'est magnifique. Ah bah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en Merci. prie. Louise, vous savez qu'il y a le cri de la joie quand même, vous êtes au courant. Ça, il faut le faire. Il faut faire le cri de la joie. Ouais, Ah bah allez-y, oui. attendez. 3, 2, 1, c'est à vous. Youpi. Oh Louise! Bon, on a compris, le modèle de Louise est Jean Dorido pour le cri de la joie. C'est ça. Louise, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous nous écoutez depuis longtemps? Oh oui. Wow. Toujours dans la voiture. Eh ben très bien. Eh ben faites attention. Bien entendu. Excusez-moi, ça capte très bien. Eh ben la super. prochaine fois on vous Je suis offrira en un téléphone, campagne. Louise. Vous inquiétez pas. Oui, voilà. On vous embrasse. On vous embrasse, Passez Louise. de très belles fêtes de fin d'année, Louise. Et vous restez avec nous dans un instant. Julie Huguet sera avec nous, directrice de la mission French Tech. Et c'est maintenant. Les vraies voix qui font bosser la France. Et on est très heureux en tout cas de revenir sur l'emploi dans la tech qui traverse aujourd'hui une phase de recomposition profonde. Après une décennie de croissance rapide portée par les levées de fonds, l'écosystème rentre dans un âge plus mature où la création d'emplois s'inscrit dans la durée. Les startups recrutent mieux sur des profils plus qualifiés, plus spécialisés, souvent ancrés dans les territoires. Derrière les ajustements, la tech reste un moteur d'emploi stratégique au cœur des enjeux de souveraineté, de réindustrialisation et de transition écologique. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et je le disais, Julie Huguet, vous êtes avec nous. Bonsoir, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de la mission French Tech. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours puisque vous avez fondé en 2016 Coworkies, une plateforme qui met en relation des entreprises et des freelances. Voilà, je cherchais que vous avez revendu en 2021. Cette expérience, est-ce qu'elle a été douloureuse quand on monte une entreprise? Est-ce que ça a été compliqué quand on est une femme, quand on est dans la tech? Est-ce que tout ça réuni a posé quand même quelques petits problèmes? Alors bon, je l'ai pas vécu comme douloureuse parce que j'adore l'entrepreneuriat, j'adore résoudre des problèmes, mais effectivement des problèmes à résoudre, on en a encore quelques-uns, particulièrement pour les femmes et encore plus effectivement en région. J'ai fondé en 2016, j'étais une des premières startups à Annecy, on en parlait, mais je me rappelle de Greenwiz, de copines de voyage, mais on n'était pas tant que ça, on faisait souvent des déj pour partager nos expériences. C'était ça la French Tech à Annecy à l'époque. Et vous avez gardé la ligne, surtout avec la cuisine savoyarde, ce qui est un exploit. Et oui, pourtant beaucoup de raclette, tartiflette, voilà. Fondu. Comme quoi ça mène à la tech. Mais en tout cas, exactement, ça nous a pas enlevé de la créativité, ça c'est sûr. Après, effectivement, il y a des phases de vie de l'entrepreneuriat qui est particulièrement compliquée quand on est une femme et à l'époque en région, puisque c'est en train de changer, mais c'est évidemment la période des levées de fonds. Moi, quand j'ai levé des fonds, c'était en 2018. 2018, il y avait peu d'investisseurs parisiens qui regardaient vraiment les régions parce qu'il y avait peu de spécificités en région, donc on regardait pas trop ce qui se passait en fait. Et puis en tant que femme, évidemment, c'était plus difficile. J'ai eu quelques questions qui étaient un peu biaisées, des attitudes qui ont parfois été difficiles. Néanmoins, j'ai quand même réussi cette première levée de fonds d'1,2 million à l'époque, qui était un seed. Alors ça vous a renforcé aussi, j'imagine. Oui. Exactement. Oui. Et dans tous les cas, j'ai réussi toutes mes étapes de vie de l'entrepreneuriat depuis les régions, parce que j'ai vraiment créé à Annecy, je passais par la levée de fonds et ma revente, je l'ai fait aussi depuis chez moi finalement
à Annecy, même si l'entreprise qui m'a racheté était parisienne. Alors vous êtes devenue présidente de la French Tech d'Annecy. Ensuite, vous êtes montée sur un peu plus haut, au niveau Alpes. Et c'est là que vous vous êtes dit quelque part que la territorialisation était très importante, en tout cas pour la tech, puisque vous en êtes un produit pur et qu'il fallait continuer, sortir peut-être la tech de Paris, montrer que les régions étaient extrêmement dynamiques. Oui, en fait, quand je me suis confrontée à la réalité du marché, les levées de fonds, etc., et que j'ai vu que c'était difficile, vraiment, il y avait rien qui était simple, je savais pas où trouver de l'info. Je me suis dit que j'avais envie de contribuer pour que d'autres startups que je voyais arriver à Annecy puissent le faire. Et donc en m'engageant comme présidente bénévole de la French Tech dans les Alpes, j'ai contribué à cette action pendant presque 3 années. Et ça m'a permis aussi de mesurer à quel point l'écosystème en France évolue très vite. C'est vrai. Puisque au moment où moi j'ai levé des fonds, c'était compliqué, mais aujourd'hui les nouvelles sont plutôt bonnes puisque 56% des entreprises sont basées hors Île-de-France et 53% des levées de fonds se font hors Île-de-France. Donc il reste des disparités dans ces chiffres-là, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années en arrière, en 2018 en l'occurrence, comme moi je montais mon entreprise, on n'avait pas du tout ces chiffres-là. Alors, on dit qu'en France, tout se passe à Paris. Ça date de Philippe le Bel, le roi qui a centralisé la France. Ça fait quelques années, on était loin de la tech à l'époque. Et quelles sont aujourd'hui les régions les plus dynamiques en termes de tech, de French Tech? Alors, c'est autour des grosses métropoles, Lyon, sûr. Toulouse, Marseille. Oui, alors tout à fait. Donc nous, on a des communautés French Tech, donc ces fameuses communautés comme celle que je présidais dans les Alpes. On a ce qu'on appelle les capitales, donc il y en a 17. Donc là, c'est effectivement celles qui sont plus dynamiques. Donc on va retrouver Toulouse, Bordeaux, Lyon, la French Tech dans les Alpes, Lille. Donc vraiment ces métropoles qui ont une activité et un écosystème tech qui est renforcé avec des investisseurs, des structures d'accompagnement, des écoles et souvent une dynamique territoriale avec des secteurs forts. Donc je pense par exemple à Toulouse où on va retrouver la Space Tech, à Grenoble Évidemment. on va trouver la Deep Tech. Donc voilà, ces régions évidemment sont plus dynamiques que d'autres avec un écosystème qui est favorable à l'entrepreneuriat. Pour les levées de fonds, on a 4 régions qui sortent particulièrement du lot. On a Auvergne-Rhône-Alpes, on a Occitanie, on a PACA et on a Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Sur les financements, on en a parlé. Ce qui est important aussi, et c'était une mission d'emploi, de parler de l'emploi. Aujourd'hui, avec des annonces plutôt sympas, puisque c'est plus de 4,6 sur le dernier semestre 2025, cette augmentation. Ce qui montre quand même qu'on est sur un marché qui devient peut-être mature, un peu plus mature, et qui va offrir aujourd'hui, alors je ne sais pas combien ça représente de salariés aujourd'hui en France, mais on sent quand même qu'il y a une dynamique vers la tech, alors qu'avant il y avait très peu de personnel et maintenant ça grossit vraiment. Oui, en fait, on a toujours un peu cette image, les startups, c'est des petites entreprises avec un baby-foot, ils sont 4, alors que pas du tout. Ce sont des entreprises aujourd'hui qui ont bien grandi, qui se déploient dans tous les secteurs, et il y a même des industries, des usines. Donc vraiment, on a des entreprises dans tous les secteurs. Ça représente, donc c'est 18 000 startups sur l'ensemble du territoire français, et c'est plus de 450 000 emplois directs et presque 1 million d'emplois directs et indirects sur l'ensemble du territoire français. Donc, ça commence à compter. Hein. Ça commence à compter. On n'est plus à 3-4 personnes qui jouent au baby-foot. Ah oui. Alors, il y a la French Tech, mais autour de nous, il y a probablement la German Tech, la Spanish Tech, l'Italian Tech. Est-ce que la France est dans les pays en pointe dans l'environnement européen ? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'il y a un classement qui y répond. Non, mais c'est vrai que c'est bien de se mesurer à la fois de mesurer l'évolution en France, mais aussi de se comparer sur la scène internationale. Et donc, il y a un classement qui est le classement de Dealroom qui mesure les écosystèmes par ville pour savoir si un écosystème est favorable à l'innovation en prenant en compte énormément de critères différents. Donc, Paris, évidemment, ressort sur la carte en étant premier européen pour les sujets d'intelligence artificielle de Deep Tech, mais surtout en étant 3e au niveau mondial, derrière San Francisco et New York. Alors qu'on reste quand même un petit pays, même si on a de très grandes ambitions. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de le souligner. Et puis d'autres villes de France ressortent aussi sur ce classement qui est pourtant un classement international. Avec Toulouse, on en parlait, mais pour la Space Tech qui est 7e. Et l'aéronautique aussi, espace et aéronautique.
Exactement. On a aussi Grenoble qui ressort pour les semi-conducteurs, par exemple, ou pour la deep tech. Donc, plusieurs villes de France s'inscrivent sur cette carte internationale, et donc on est plutôt bien placé. Et on le voit d'ailleurs, parce que nos entreprises, on a un programme qui est le French Tech Next 40-100 qui accompagne les 120 entreprises tech les plus avancées. 93% de ces entreprises ont une présence à l'international aujourd'hui. 44% de ces entreprises sont rentables, génèrent plus de 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Donc on est vraiment sur des entreprises matures, et donc ça montre la force aussi et l'évolution de notre écosystème. Quel secteur d'activité aujourd'hui, si on regarde l'international, de se dire on peut trouver en France, c'est là qu'il faut aller en France, sur quel sujet ou sur quel domaine aujourd'hui on excelle vraiment? Alors on excelle dans à peu près 4 domaines où on ressort vraiment et où on est connu à l'international. L'intelligence artificielle, on est très bien placé. Tout ce qui va être deep tech, donc les fameuses innovations de rupture. Donc dans ces innovations de rupture, on va retrouver autant des industries qui vont participer à la décarbonation, comme par exemple Vercor avec ses batteries, qui a ouvert une gigafactory dans le Nord. Exactement à Dunkerque cette semaine. Là, Dunkerque, c'est même le Grand Nord, on aurait pu dire. Dans le Grand Nord, tout à fait, et qui est à Grenoble aussi. Ils sont d'ailleurs aussi à Grenoble. On va retrouver des industries qui innovent dans des secteurs clés pour la souveraineté, comme par exemple la santé. Et là, on a des entreprises comme Akemia, comme White Lab Genomics qui utilisent l'intelligence artificielle pour réduire les temps de recherche des médicaments, par exemple. On est très bon dans les green tech. Oui. La France est connue dans les green tech, pour les green tech. Voilà, intelligence artificielle, green tech, deep tech, oui, industrie. Je pense que j'ai dit vraiment les 4 secteurs clés, et c'est déjà pas mal. Ouais. Cécile l'a rappelé, l'emploi a augmenté de 4,6% au premier trimestre. Est-ce que ce sont, parce que quand on dit tech, les gens qui nous écoutent se disent, pour travailler là-dedans, il faut minimum un bac plus 5, plus 6, plus 7 scientifique. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, j'en suis l'exemple. J'ai fondé une entreprise dans la tech et je ne suis absolument pas ingénieure. Je viens pas des métiers de la tech. J'ai une formation qui est plutôt commerciale. Je sais faire du business, mais je me suis entourée des meilleurs techniciens pour créer ma plateforme. Dans une entreprise tech, on retrouve tous les métiers comme dans une entreprise traditionnelle, même si évidemment pour les plus innovantes, on va retrouver pour la plupart des ingénieurs, des chercheurs, des bureaux d'études, mais pas seulement. On va aussi avoir, comme partout, des services RH, des services informatiques, du marketing, de la communication. Et donc, voilà. Sauf qu'on est baigné dans un environnement d'avenir et pérenne. Oui. Exactement, d'innovation, dans une dynamique positive finalement qui est quand même assez agréable quand son entreprise croît, grossit, se déploie à l'international. C'est toujours plus motivant que quand ça va mal. On a un problème en France, c'est le goût de l'échec. Vous prenez le fait de dire, devenez un serial entrepreneur, testez, et vous tombez, vous vous relevez et vous recommencez. Bah oui, en fait, il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai découvert en lançant mon entreprise. En fait, on apprend en faisant, on apprend en marchant. Et il y a toujours cette image que beaucoup d'entrepreneurs prennent de je déploie le parachute après avoir sauté dans le vide. Mais c'est ça. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas, puisque quand on se lance, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas ce même mindset par rapport à l'erreur ? Parce que forcément, si on apprend en découvrant un univers, forcément, on va faire des erreurs. Pourtant, le gouvernement nous a annoncé le droit à l'erreur, quand même. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut je pense qu'il faut le cultiver. Intégrer. Ouais. Même dans la déclaration d'impôt, ce qui est important. C'est un autre sujet. C'est une bonne nouvelle. Et donc, ça veut dire qu'on c'est une incitation à devenir entrepreneur. Et puis, voilà, si c'est pas votre truc, vous changez et vous faites un autre métier. Mais au moins, peut-être d'essayer au moins une fois, peut-être. Moi, je pense qu'il faut essayer, qu'il faut se dire que c'est pas parce qu'on a échoué qu'on va pas y arriver la seconde fois ou la troisième fois. Au contraire, c'est de l'apprentissage et la fois d'après, on sera même encore meilleur. Et je pense qu'il faut même fortement inciter les entrepreneurs qui ont échoué à remonter une entreprise très vite, à créer de la valeur sur le territoire, parce que c'est des entrepreneurs qui très probablement seront successful très vite. Ce sont des petites entreprises au départ quand ça démarre, et les liens avec les entreprises du CAC 40, qui sont les 40 plus grosses entreprises multinationales françaises, qui sont toutes multinationales, ont été multipliés par 10. Qu'est-ce qu'elles apportent, outre leur réseau, leur puissance commerciale, financière, etc. Qu'est-ce qu'elles apportent en particulier ? Du business. Bah oui. L'enjeu numéro 1 des startups, c'est pas l'argent des investisseurs, c'est trouver du business pour se déployer sur du long terme. Avec le risque d'une entreprise du CAC 40 qu'elle peut vous squeezer vos savoirs ou vous racheter, etc.
Est-ce que c'est vraiment leur intérêt ? Non, alors non, d'une part c'est pas leur intérêt et deuxièmement c'est vraiment des contrats commerciaux très traditionnels. Donc en fait les CAC 40 ne demandent pas les secrets des startups de production ou le détail de leurs produits, pas du tout. Les startups ont une offre de services ou de produits qu'elles proposent aux grands groupes, qu'ils les achètent ou ne les achètent pas. Donc là, la relation qui a été multipliée par 10, c'est vraiment une relation commerciale de grands groupes qui utilisent des solutions de startup, non pas pour ce qu'on appelle les POC, ces fameux tests qui finalement sont coûteux en temps et en argent pour les startups et il n'y a pas de contrat à la clé, mais vraiment des contrats qui leur permettent de vivre sur du long terme et puis en plus du coup de lever des fonds parce que ça rassure aussi les investisseurs de se dire bon, il y a des clients, ça répond à un vrai besoin et la startup va être pérenne. Sur la partie emploi et sur la pédagogie, peut-être à l'orientation scolaire des plus jeunes, il y a un travail aussi à faire de cette peur de se dire c'est pas pour moi, comme dit Philippe, parce que je suis ni technicien ni ça, et de dire effectivement vous pouvez d'abord intégrer des filières, que vous soyez fille ou garçon, parce que ça aussi c'est un problème les filles. Oui. Comment inciter les filles à aller dans la tech ? Moi, à part avoir des exemples comme vous. Oui. Non mais oui, c'est important. Alors il faut des femmes qui réussissent, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai des entrepreneurs dans ma famille, dont mes arrière-grand-mères, et même si je les ai pas connues, j'en ai tellement entendu parler que je crois que ça m'a fortement inspirée. Et je pense qu'on a besoin effectivement d'exemples. Pour moi, il y a une clé. Enfin, c'est ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'une femme, elle parle d'un projet, qu'elle est devenue chef d'entreprise, qu'elle soit à la base chercheur, médecin, peu importe son origine commerciale, en fait, elle veut toujours résoudre un problème de société, elle est toujours dans le care, elle veut toujours apporter une solution à quelque chose qu'elle a vu, et je pense que pour attirer les femmes dans ces filières-là, il faut leur montrer ce qu'elles vont pouvoir en faire, et pas le métier lui-même. Et leur dire que si elles étudient les maths, si elles deviennent scientifiques, etc., elles pourront peut-être trouver des médicaments pour sauver leur tante qui est malade, elles pourront peut-être améliorer les traitements, les soins, l'environnement, trouver des solutions à des problèmes concrets, et je pense que c'est ça la clé. Les enjeux aujourd'hui de la French Tech, quand on se projette 2030-2040 ? C'est les enjeux de la maturité. On a de plus en plus d'entreprises matures, donc maintenant il faut les accompagner au passage à l'échelle. Être sûr qu'elles puissent lever suffisamment de fonds, qu'elles puissent suffisamment se développer à l'international sans basculer leur siège dans d'autres pays, vraiment depuis la France. Être sûr qu'elles puissent revendre quand c'est nécessaire ou faire une sortie en bourse. Voilà, c'est tous ces enjeux finalement de la maturité. Qui sont les... Pardon, allez-y. Non, il va falloir garder ses talents. C'est ça aussi, c'est le principe. Vous le dites, qu'elles soient enracinées chez nous et qu'elles ne partent pas à l'étranger. Oui. Oui. Je pense qu'il y a un enjeu de rétention de talent, même si on voit aujourd'hui que les Français qui sont à l'étranger sont beaucoup dans ce qu'on appelle le give back, participent beaucoup. Ils sont d'ailleurs dans nos réseaux d'entrepreneurs, comme les réseaux de la French Tech, dans les réseaux des CCE, les conseillers du commerce extérieur de France, et ils accompagnent les Français qui veulent s'internationaliser. Ils sont vraiment dans cette entraide. On en voit qui reviennent, comme par exemple Yann Lequin qui revient en France pour monter son entreprise. Ex-Meta. Exactement. On en voit comme Fidjissimo qui brille à l'international, mais qui en même temps parisienne, je tiens à le signaler. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, elle accompagne aussi beaucoup de Français, beaucoup d'entrepreneurs. Elle investit. Donc je pense que dans tous les cas, c'est jamais une mauvaise chose de partir parce qu'on revient avec encore plus d'expérience et on se rend compte à quel point la France est belle, surtout quand on la regarde depuis l'étranger. Eh ben merci beaucoup Julie Huguet d'avoir accepté cette invitation, directrice de la mission French Tech. C'était important de vous avoir puisque à la suite de Clara Chapaz, qui est passée ministre, enfin qui ne l'est plus maintenant, en tout cas, vous êtes la suivante et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'envie et beaucoup de motivation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans Merci un instant, beaucoup pour l'invitation. On ne vit pas dans la même France. C'est Magali Berda qui est avec nous. Bonsoir Magali. Bonsoir, ça va ? Comment ça va Bien, quand je vous vois, ma soirée s'illumine. Magnifique. Nous, c'est pareil. Vous parlez de nous deux ou seulement de Cécile ? Alors, Cécile en number one, et vous en number two. Bon, je vous ferai pas votre top horaire. Non. Mais je vous aime. Oh, merci. Mais Cécile, c'est Cécile. Mais voilà, ce soir, on va parler d'un vrai sujet. Alors, il y a un vrai problème en France, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est la police municipale. Est-ce que vous êtes au courant que la police municipale, elle est armée ou pas armée en fonction du maire ? C'est le maire qui décide de si la police va être armée. Donc, si j'ai de la chance, je suis dans une ville, alors on voit chance ou pas chance, ça dépend comment on le voit, mais en gros, c'est au bon vouloir de la mairie. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas ? Et c'est ce dont on va débattre ce soir avec une influence
influenceuse qu'on connaît tous. Alors, ça va être extraordinaire, il faut que vous soyez là. Et Cécile, vraiment, vous allez rentrer chez vous là, mettez la radio dans votre voiture. C'est ce que je fais tous les soirs. Il y a Ruby Nicara qui est là. Vous connaissez Ruby Nicara ? Oui, à peu près. Ruby Nicara, qui va débattre avec un politique, un candidat à la mairie, un conseiller parlementaire d'un député qu'on connaît tous aussi, qui est Monsieur Tanguy, qui est Damien Toumi, délégué départemental du Rassemblement national dans la Somme. Et on va parler de ce sujet. Voilà, on va débattre ensemble sur la police municipale, armée ou pas armée. Et voilà, 0826 300 300, vous connaissez le numéro. Et dans un instant, Magali Berda, on vit pas dans la même France. On remercie bien sûr Aude. On remercie, mais qui est parti, Maxime, et c'est Marie maintenant qui est là. Voilà, on remercie François-Louis, Antoine, et puis bien entendu Justine. Et on se retrouve demain à partir de 18h. Passez une très belle soirée et merci de votre fidélité. Salut Philippe. Très bonne soirée, à demain. Salut, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.